Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore pour parvenir à la réalisation totale de cette aventure. Bon, elle ne s'arrêtera pas là, l'humanité va continuer, mais peut-être qu'il faudra encore 2, 3, 4, 5, 10 siècles pour atteindre cet état. Parce que le problème de cette évolution vers la perfection, c'est que euh, ça, ça doit inclure l'ensemble humain. Ce n'est pas quelque chose qui concernerait un petit groupe d'élus, un petit groupe d'humains qui parviendraient à atteindre cet état de perfection, pendant que les autres seraient en expectative. C'est pas possible dans la mesure où, pardon, on va faire comme ça, le fond sera un peu mieux, voilà. Parce que cet état d'extase, c'est un état de sagesse, de paix, de sérénité. Il n'y a plus de velléité. L'homme qui a atteint, les humains, quand ils auront atteint cet état-là, ils seront en état d'éveil, en état de bonté, d'amour absolu. Donc ils n'auront plus de velléité, ils pourront plus se défendre contre des agressions en fait. Donc si il n'y avait qu'un petit groupe qui atteignait cet état-là, pendant que les autres seraient encore dans la sauvagerie, eh bien, ça ne pourrait pas fonctionner, évidemment. La jalousie voudrait qu'il ne laisse pas en paix, en fait, une partie de l'humanité. Donc, ça concerne toute l'humanité. Et pour que l'humanité entière atteigne ça, ben, il y a des étapes. Il faut déjà finir l'universalisation. On y va, mais on y va doucement. Ensuite, il y a d'autres étapes à franchir. Faire diminuer les pulsions humaines, maîtriser les pathologies, la jalousie, la violence, l'agressivité, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Toutes ces choses. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins parfois, et là, ben, on en est là. J'ai commencé à travailler sur cet ouvrage écrit par Paul-Émile Duroux, qui était un prof à la faculté de médecine. Donc, il formait des médecins. Dans les années 60, c'était les cours des années 65-66. Et on voit à quel point les médecins d'alors, je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, mais les médecins d'alors étaient formés avec une culture incroyable, quoi. Il y avait vraiment des connaissances qui sont très très intéressantes. Voilà, alors je pratique comme ça, je découvre en même temps et je commente. Donc je lis, je découvre, je commente. Ça va être la 6e ou 7e vidéo à ce sujet. Donc, je reprends la lecture. Si vous voulez avoir l'ensemble, ben, il faut écouter les vidéos précédentes. Nous nous arrêterons longuement à la philosophie de l'évolution d'Henri Bergson. Voilà, Henri Bergson pense à un courant qui s'intéresse à l'évolution. Philosophie couramment appelée vitaliste. Le premier, Bergson s'est efforcé de donner une définition claire et satisfaisante de la notion très importante de durée. Il y a la durée. Alors ça, c'est intéressant. Il va falloir... Je ne connais pas assez, malheureusement. Mes connaissances en philosophie sont vraiment trop intuitives. Et je ne retiens pas en réalité parce que je ne vois pas l'intérêt de retenir. Donc, je ne retiens pas. Celle-ci intéresse aussi bien le plan de l'histoire individuelle, développement embryologique, psychologique, etc., que ceux de l'histoire des hommes et de l'histoire de la vie sur la Terre,
tout, en effet, est en devenir. Eh bien, si Bergson pensait comme ça, il était dans le mouvement de la réflexion sur l'évolution de l'humanité, parce que ça englobe la totalité, évidemment. L'évolution physiologique, l'évolution psychologique, l'évolution technique, etc. Tout ça fait que nous allons vers cet état de perfection. La pensée, alors la durée n'est pas un simple retard dans l'apparition de l'avenir. Elle est créatrice et se confond avec la lente élaboration des choses et des êtres. L'attente prend alors son sens d'attitude active. La création n'a pas été un acte instantané à l'origine des temps, mais un effort continu d'invention qui se produit encore sous nos yeux, en nous. L'univers ne peut être considéré comme le fait. Donc, il y a une évolution qui est permanente, en fait, et c'est ça. Et cette évolution, c'est celle qui a fait que quelque chose à l'origine de l'univers, il y a 15 ou 16 milliards d'années, aujourd'hui c'est comme ça que les physiciens comptent, il y a 15 ou 16 milliards d'années, quelque chose a mis en œuvre l'univers. Donc l'univers s'est projeté, est arrivé, est devenu matériel. À partir de l'immatériel, il s'est constitué en matériel. C'est ça qui est extraordinaire. Au niveau créativité, voilà, on ne peut pas imaginer que ça vienne de rien, quoi. Hein. Ça paraît curieux. Et puis, il part en expansion. L'univers est en expansion, c'est son type d'évolution. À un certain moment, il engendre un soleil, une terre, voilà, des astres, une terre qui se forme. Puis sur cette terre, à un certain moment de son évolution, il y a la vie qui peut apparaître parce que toutes les conditions sont posées. La vie apparaît, d'abord absolument hyper simple, ultra virus, et puis elle se développe progressivement. Elle commence à faire un écosystème, et puis les animaux arrivent, ils évoluent jusqu'à faire apparaître l'homme qui apporte une nouveauté, la conscience, une conscience sophistiquée, une capacité à analyser les choses, à comprendre le monde, à comprendre l'univers dans lequel il est, et donc d'apporter cette nouveauté-là. L'intelligence, la conscience, l'intelligence, elle existe déjà dans la nature, etc., mais à un autre niveau. Et l'homme, donc l'humanité, est en évolution aussi. Et elle cherche à atteindre quelque chose. Et c'est ça sur quoi je travaille. Voilà. La pensée, selon Bergson, est un dynamisme créateur et libre. Elle est la manifestation au niveau de l'homme d'un courant de vie qui aime tous les êtres, qui anime tous les êtres. La vie et la conscience qui lui est coextensive sont l'expression de la même durée créatrice. Cette durée créatrice, donc c'est ce dont je viens de parler. Voilà, la durée en somme, peut-être c'est ça, hein, selon Bergson. Moi, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire entre ce point avant que l'univers se constitue jusqu'à aujourd'hui, eh bien tout ce mécanisme-là, il est dans un... c'est la durée. Les choses se passent comme si un immense courant de conscience avait traversé la matière. Donc la durée, c'est la totalité. On est inclus dans cette durée. Il n'y a pas de rupture. Ce n'est pas le temps qui fait qu'une heure après, ce n'est pas la même heure qu'une heure avant, etc. La durée, c'est la totalité. Donc les choses se passent comme si un immense courant de conscience avait traversé la matière. Mais vie et matière représentent deux mouvements contraires, ce qu'exprime bien l'image du jet de vapeur. L'évolution des espèces vivantes représente ce qui subsiste de la direction du jet originel et d'une impulsion qui se continue en sens inverse de la matérialité,
incroyable. Ma vie est matière, mais la vie et la matière représentent deux mouvements contraires, ce qu'exprime bien l'image du jet de vapeur. L'évolution des espèces vivantes représente ce qui subsiste de la direction du jet originel et d'une impulsion qui se continue en sens inverse de la matérialité. Alors, il y a ce jet de vapeur, l'impulsion, c'est ce qui a mis en œuvre cet univers, et le jet de vapeur, c'est l'expansion et la création. L'activité vitale est quelque chose comme une réalité qui se fait à travers un geste créateur qui se défait. Toute espèce vivante représente un compromis entre la poussée de la vie et la retombée de la matière. C'est une victoire, mais c'est aussi un arrêt de l'élan vital qui, au lieu de poursuivre son effort créateur, se disperse, se répète et tourne en rond. La vie est tendance, et l'essence d'une tendance est de se développer en forme de gerbe, créant par le seul fait de sa croissance des directions divergentes entre lesquelles se partagera son élan. Et en fait, cette gerbe, c'est ce qui a donné l'écosystème. C'est de la vie, à partir de la naissance de la vie, cette vie va exploser, ce qu'ils appellent, ce que la science appelle, à mon sens, injustement accidents génétiques. Des ruptures génétiques, des accidents génétiques ne sont pas des accidents, c'est des obligations. C'est ce phénomène de gerbe qui va faire qu'il va y avoir une multitude d'herbes différentes, d'arbres différents, d'eau différentes, de pierres différentes, de trucs, etc., etc., et qui va faire cet écosystème que nous connaissons et qui ressemble furieusement au paradis en réalité, cette terre. Si on fait abstraction de ce que les hommes y font de mal, mais qu'on parviendra à résoudre. La vie est tendance et l'essence d'une tendance donc est de se développer en gerbe. Telles sont les grandes directions de l'évolution de la vie. Torpeur végétative, instinct animal, intelligence humaine. Beaucoup de voies se sont révélées être des impasses. Immobilité du végétal, stagnation des sociétés d'insectes, etc. Seule s'est continuée et se maintient ouverte la voie qui allait conduire aux mammifères puis aux hommes. Voilà. Alors, c'est ça l'intérêt de découvrir en même temps. Parce que là, c'est là où je rentre en contradiction, mais il faut bien resituer que ça a été écrit dans les années 60. Telles sont les grandes directions de l'évolution de la vie. Torpeur végétative, instinct animal, intelligence humaine. Il met de la qualité dans les choses, une sorte de... L'homme serait bien mieux que l'herbe, en somme. Beaucoup de voies se sont révélées être des impasses. Immobilité du végétal, stagnation des sociétés d'insectes. Non, c'est dans le système d'évolution, il faut qu'il y ait tout cela, et que ça s'arrête à un certain moment chez les végétaux, que les végétaux, nous avons été à un certain moment des végétaux, mais les végétaux ont dû s'arrêter pour que l'écosystème se forme. C'est tout, c'est pas une question, on n'est pas supérieur parce qu'on a de la conscience, on fait partie de cet écosystème, on est dans la durée en réalité. L'homme apparaît donc comme le terme d'une série biologique, celle des vertébrés, qui, ressemblant à la vie humaine, s'empêche qu'on est au terme d'une série. D'accord, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de qualitatif. On ne peut plus penser en termes de qualitatif, parce que le qualitatif fait qu'on abuse des animaux, on maltraite voilà, les cheptels les troupeaux qu'on considère que bon à manger, enfin on est des tortionnaires à cause de ça. Qui, ressemblant à la vie humaine, se présente comme un mouvement, une marche en avant, un progrès, comme si par l'intermédiaire des vivants qui la jalonnent, quelque chose, un élan emprisonné dans les formes élémentaires, cherchait à se libérer. Éparpillé dans les individus, stabilisé dans les espèces, il se propage cependant
allant vers une différenciation de plus en plus grande du système nerveux et finalement chez l'homme à la conscience. Le progrès du système nerveux s'est effectué tout à la fois dans le sens d'une adaptation plus précise des mouvements et dans celui d'une plus grande latitude laissée à l'être vivant pour choisir entre eux. L'effort créateur, j'ai perdu pied là, j'ai pensé à autre chose dans ma tête. L'effort créateur ne passe avec succès que sur la ligne d'évolution qui aboutit à l'homme, en traversant la matière. La conscience prit cette fois la forme de l'intelligence fabricatrice et l'invention qui porte en elle la réflexion s'épanouit en liberté. Alors est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il avait conscience dans les années 60 de l'évolution vers la perfection? Je n'en suis pas sûr, on va le préciser. C'est l'intelligence qui assure à l'homme sa supériorité. Or, l'intelligence humaine est faculté d'invention, alors que l'animal utilise, grâce à l'instinct, un instrument qui fait partie de son corps, pattes, bec, etc. L'homme fabrique ses outils, il les invente, les perfectionne sans cesse, jusqu'à dominer la matière grâce à eux. Oui, bien sûr. C'est seulement chez l'homme que la matière se libère. L'homme continue le mouvement vital, il apparaît comme la raison d'être de l'évolution, en ce sens que c'est lui qui en marque la direction essentielle. Voilà comment on pensait dans les années 60. Tout est fait pour que l'homme apparaisse. L'avenir dira exactement. On ne peut pas le parler comme ça aujourd'hui. Même si c'est peut-être la réalité en somme, hein, c'est possible. Seul l'avenir dira que si en fait cet univers est constitué pour que l'homme puisse émerger et que pourquoi, etc. Ou si ben non, c'est pas le cas. Mais pour l'instant, on peut pas déterminer ça. On peut pas le dire. Mais à l'époque, c'était clairement apprécié d'un seul côté. C'est seulement chez l'homme que la matière se libère. L'homme continue le mouvement vital. Il apparaît comme la raison d'être de l'évolution, en ce sens que c'est lui qui en marque la direction essentielle. Mais non, c'est pas lui qui en marque, mais la direction essentielle est liée à l'origine de l'univers. Déjà dans ce qui a mis en œuvre cet univers, il y avait toute cette potentialité, il y avait tout ça. Donc, et c'est présent déjà dans toutes les espèces. Chaque espèce, par exemple, cherche à atteindre sa perfection, que ce soit le vol, le camouflage, la rapidité, etc. Voilà, toute espèce cherche à atteindre la perfection. Donc, c'est pas exceptionnel que l'homme cherche à atteindre la perfection. Ce qui est exceptionnel chez l'homme, c'est que sa perfection qu'il cherche à atteindre, c'est l'éveil, c'est l'extase, c'est l'amour absolu, c'est autre chose. En somme, tout se passe comme si un large courant de conscience avait pénétré dans la matière, chargé comme toute conscience d'une multiplicité énorme de virtualité. Il a entraîné la matière à l'organisation, mais son mouvement en a été à la fois ralenti et infiniment divisé. La vie depuis ses origines est la continuation d'un seul et même élan. C'est ce courant de vie que Bergson appelle élan vital. Et il précise que c'est là une image destinée à suggérer que dans le monde, quelque chose se fait sans cesse, qu'une certaine action s'accomplit. L'élan de vie est exigence de création. L'évolution est donc l'œuvre de l'élan vital qui entre en lutte contre la matière et parvient à l'homme intelligent et libre. Rencontrant la matérialité, celui-ci produit une inversion du mouvement créateur et engendre la multiplicité des êtres. Alors l'élan vital, oui, ça peut être la destinée. L'élan vital, c'est un des moteurs de la destinée. Mais la destinée, elle était déjà à l'origine de l'univers. Et il n'y avait pas un élan vital qui a engendré ça.
Là, c'est qu'une intelligence on pourrait imaginer que c'est que l'intelligence qui a imaginé la mise en œuvre de l'univers. L'élan vital, il arrive quand, quand la vie apparaît. Mais avant, c'est un élan, mais c'est pas un élan animal, c'est un élan. Oui, l'expansion de l'univers, c'est un élan, mais un élan différent. Dans la vision bergsonienne du monde, du moins telle qu'elle apparaît dans l'évolution créatrice, le cosmos est défini comme une irradiation divergente à partir d'un centre de jaillissement, et le terme de la création semble consister dans l'avènement des héros et des saints. Bon. Nous verrons que pour Teilhard de Chardin, l'évolution animale diverge et se ramifie, mais l'évolution humaine se déploie et converge sur elle-même. Le terme de la création étant l'unité des hommes dans le respect de leur personne. Ben, c'est ce que je dis. Voilà, on va vers l'unité, l'unification, c'est notre chemin. Et ça, c'est vraiment intéressant. Également évolutive, les deux théories développent chacune un mouvement inverse de l'autre. Hallucinant. Alors, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que peut-être on continuera parce que ça, c'était l'avant-dernier chapitre. Mais bon, il est dit, effectivement. Nous verrons que pour Teilhard de Chardin, l'évolution animale diverge et se ramifie, mais l'évolution humaine se reploie et converge sur elle-même, le terme de la création étant l'unité des hommes dans le respect de leur personne. On n'y est pas encore, mais on va vers ça. Voilà les amis. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être un petit peu picorer là-dessus pour voir si je continue le dernier chapitre. En tout cas, voilà comment étaient instruits nos médecins dans les années 65-66 à la faculté de Lyon. Si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt, je vous propose de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre propre espace YouTube et d'écrire des commentaires. Ça fait évoluer l'espace et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, merci de votre écoute, de votre patience. Et eh bien, je suis en train de faire des efforts sur moi pour bientôt pouvoir faire des sortes de conférences ou des réunions, des rencontres. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais on va dans ce sens. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.